Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumba. Nous sommes le 13 juin 2021, la date dédiée à la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Il faut soutenir les albinos. Nous allons revenir sur le message d'Antonio Guterres dans ce journal. Nous allons également évoquer la seconde volte-face du président Ndayishimiye sur la question de déclaration des biens des hautes autorités à leur entrée en fonction. Et puis le mouvement MAP Burundi condamne le comportement de la police tanzanienne envers les réfugiés burundais, à suivre également au cours de cette édition, vous présentée par Émile Nivasumba. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais dans les titres, les positions du président de la République sont changeantes et douteuses quant à la mise en application de l'article de la Constitution exigeant aux hauts dirigeants du pays la déclaration de leurs biens à l'entrée en fonction. Après avoir lui-même annulé l'ultimatum fixé en août dernier, Évariste Ndayishimiye vient encore une fois de demander le respect du dit article. Éloge divin Remèche. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a demandé aux membres du gouvernement de procéder à la déclaration de leurs biens car les formulaires relatifs sont maintenant disponibles à la Cour suprême. Cette voix est celle de Prosper Ntagwamiye, le porte-parole du gouvernement du Burundi. Il lisait le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres tenu le 9 juin 2021 à Gitega. En lieu et place du numéro 1 burundais, Prosper Ntagwamiye a annoncé que le manque de formulaires à la Cour suprême était à l'origine du retard dans l'exécution de l'article 95 de la Constitution, ordonnant au président de la République et à son gouvernement de dresser une déclaration écrite de leurs biens et patrimoines. Paradoxalement, le président Évariste Ndayishimiye avait déclaré il y a quelques mois que son gouvernement avait constaté la chimère résidant dans la même disposition. C'était lors de la conférence publique tenue le 25 septembre 2020 sur l'évaluation de ces 100 premiers jours de son pouvoir. Chaque personne est née avec un capital. Même un nouveau-né prend son père pour son capital. C'est après que chacun se cherche la fortune et personne n'a le droit de lui demander où il l'a trouvé. Nous nous sommes heurtés à de nombreuses difficultés pour procéder à cette vérification qui prendrait au moins une semaine pour chaque personne. Nous nous sommes dit que chacun garde le secret de ses richesses. Évariste Ndayishimiye était en train de justifier son revirement. Le 23 août 2020, le même chef d'État semblait ferme dans ses injonctions envers l'équipe gouvernementale et décidera à appliquer cet article de la loi fondamentale. Il avait même fixé un délai limite de 2 semaines. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous les hauts cadres, partir de demain, commencez tous à vous préparer pour que dans les semaines à venir, on commence à déclarer nos richesses devant la justice. Il ne faudra pas que l'on nous traite de voleurs pour de biens que nous possédions même avant notre entrée en fonction. Actuellement, plus d'un s'inquiète alors de ces changements de position du numéro 1 burundais par rapport à l'application de cet article de la Constitution et se demande les raisons qui seraient derrière. Le 18 juin, Évariste Ndayishimiye fêtera son premier anniversaire à la présidence du Burundi. Et l'article en question stipule que le président de la République, le vice-président, son premier ministre, ainsi que tous les membres du gouvernement doivent déclarer à la Cour suprême leurs biens dès l'entrée en fonction, tout comme à la sortie. Serait-ce une incompréhension entre les dirigeants de la société sucrière d'Omoso et le gouvernement burundais au moment où l'autorité de cette usine commençait déjà à l'équiper de nouveaux engins? Le gouvernement juge que l'usine ne connaît pas encore de problème d'engins. Il estime même que certaines machines sont inutilisées. Eric Nyonzima.
Depuis son arrivée à la direction, la nouvelle équipe dirigeante de la société sucrière Tomoso Sosumo s'est attelée à la rénovation de la société. Dans cette optique, 4 tracteurs ont été achetés, 9 transportés de canne à sucre. Il y a eu rénovation quasi totale de l'usine, en passant également par l'achat et l'installation de nouvelles pièces. Il a également été acheté un groupe électrogène parce que, selon une source à la Sosumo, lorsque vient la campagne, il ne compte plus sur les services de la régie des eaux. Certains de ces équipements sont arrivés à la Sosumo en décembre 2020 et un autre lot en avril cette année. Cependant, le dernier conseil des ministres a décidé que la Sosumo suspend cet achat de nouveaux équipements. Prosper Naugwamiye est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. S'agissant de l'extension de l'usine par l'acquisition de nouvelles machines, il a été demandé à la Sosumo de prouver d'abord qu'elle a suffisamment de matières premières que l'usine actuelle n'est pas en mesure de traiter, car le constat est que les machines sont au repos pour une grande période pendant l'année. Une source de la RPA indique qu'ils sont au courant de ces déclarations. Cependant, selon cette source, d'aucuns considèrent que ces mesures viennent les désorienter, d'autant plus que c'est le gouvernement qui, en 2019, avait autorisé la nouvelle équipe à acheter ces équipements pour permettre à l'usine de dépasser la production de 20 000 tonnes par saison et atteindre 30 000 tonnes. La direction actuelle de la Sosumo a été nommée en juin 2019 par le président Nkurunziza. Elle a été reconduite en 2020 par Evariste Ndayishimiye, sauf le directeur des ressources humaines qui a été démis de ses fonctions. Dans une poussière de seconde, nous parlons de l'albinisme. Aujourd'hui, c'est le 13 juin, la date de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Dans sa déclaration, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait savoir qu'il reste beaucoup à faire pour soutenir les albinos et lutter contre leur discrimination. Écoutez Antonio Guterres. On International Albinism Awareness Day, I reiterate my solidarity with persons with albinism. This year's theme is strengthened beyond all odds. En cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, je réaffirme ma solidarité avec les personnes atteintes d'albinisme. Le thème de cette année est « Fort envers et contre tout » pour exprimer la résilience et la persévérance qui caractérisent les personnes atteintes d'albinisme et ce qu'elles sont capables de réaliser envers et contre toutes les idées fausses, la discrimination et la violence. En dépit de ces obstacles à leur bien-être et à leur sécurité, les dirigeants des organisations qui les représentent restent attachés à la tâche pour soutenir les plus vulnérables. Je trouve encourageant que les personnes atteintes d'albinisme prennent de plus en plus la place qui leur revient dans les plateformes de prise de décision du monde entier, ce qui conduit à des engagements significatifs comme le plan d'action sur l'albinisme en Afrique. Et je salue le travail réalisé par l'expert indépendante des Nations Unies sur l'albinisme en faveur des droits des personnes concernées. Cependant, il reste beaucoup à faire. Il est impératif, notamment de démystifier cette maladie et de mettre un terme, une fois pour toutes, à la discrimination. Je saisis cette occasion pour en appeler à tous les pays et à toutes les communautés afin qu'ils protègent et respectent les droits humains de toutes les personnes atteintes d'albinisme et leur apportent le soutien et les soins dont elles ont besoin. The condition and end discrimination. I take this opportunity to urge all nations and communities to protect and fulfill the human rights of all persons with albinism and provide necessary support and care. Antonio Guterres, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui parlait en anglais. La traduction en français a été faite par Éloge Divin Remesha. Le thème de cette année pour la Journée internationale de l'albinisme est, je cite, fort envers et contre tout. Fin de citation. Justement, à propos de cette journée, le Burundi s'est joint au monde entier dans sa célébration au moment où les albinos du Burundi sont confrontés à des problèmes de santé. Beaucoup souffrent du cancer de la peau. Une quinzaine en est morte depuis 2014. Les détails avec Eloge Kwizera.
16 albinos en tout sont morts du cancer de la peau depuis l'année 2014 selon des informations concordantes. Le dernier albinos est mort au mois de février dernier. Entre autres problèmes qui hantent les albinos, c'est le problème de vision, un problème qui est à l'origine de l'abandon scolaire chez beaucoup d'enfants albinos du Burundi. Par manque de lunettes appropriées à leur maladie, des loupes binoculaires, près de 10% d'enfants albinos abandonnent l'école chaque année, mentionne une source albinos. Selon une source généralement bien informée, le nombre total d'albinos au Burundi est de 1240. Toutefois, précise la même source, depuis un certain temps, aucun recensement n'a été fait pour actualiser les chiffres de cette communauté. Au niveau national, il était prévu que les cérémonies de célébration de cette journée internationale de sensibilisation à l'albinisme se déroulent l'après-midi de ce dimanche dans les enceintes de l'Institut français de Bujumbura. Le maire de la ville de Bujumbura était attendu pour hoster de sa présence ces cérémonies. En marge de cérémonie, une distribution aux albinos de crèmes pour la peau, des lunettes anti-soleil et des chapeaux. Il s'observe toutefois un répit chez les albinos burundais réfugiés au camp de Nakivale. Nous sommes en Ouganda. Des écoles ont été installées près de leurs habitations. Ils accèdent aussi facilement aux soins médicaux. Malgré la situation améliorée, ces albinos burundais demandent aux bienfaiteurs de continuer à les assister puisque les défis liés à la pauvreté, eux, persistent. Francine Mahoro. Les albinos burundais du camp de réfugiés de Nakivale en Ouganda saluent les conditions de vie actuelles. Grâce aux aides des organisations partenaires au ministère ougandais en charge des réfugiés OPM, ces albinos s'y connaissent et les gèrent mieux. Un de ces albinos parle de l'amélioration dans le domaine de la santé. Nous sommes bien assistés côté santé. Nous avons accès facile aux soins de santé. Nous remercions l'ONG All Light qui travaille en partenariat avec le ministère en charge des réfugiés en Ouganda. Cette ONG nous donne avec des pommades cosmétiques, des lunettes et des chapeaux qui nous protègent contre les rayons solaires. Malgré l'arrêt actuel des cours dans son cas de Nakivale suite à l'augmentation des cas de contamination au coronavirus, les albinos de ce cas saluent également le fait que les écoles ont été augmentées. Ils ne sont donc plus obligés de faire de longues distances pour arriver à l'école. Auparavant, nous avions une seule école et nous faisions un petit trajet pour arriver à l'école. Mais pour le moment, les écoles ont été multipliées. Ça nous facilite la tâche et ça réduit les problèmes que nous rencontrions en cours de route. Cléophas Habimana, le représentant des albinos de Nakivale, demande aux bienfaiteurs de continuer à les assister car les défis restent surtout ceux liés à la pauvreté. Le cas de Nakivale abrite 52 albinos burundais. Parmi eux, 23 enfants qui sont déjà sur le bas de l'école et 8 enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de scolarisation. Dans quelques instants, nous nous rendons à Bujumbura où une fillette a été violée par un Imbonerakure. Une jeune fille de 12 ans a été violée la nuit dernière par l'un des Imbonerakure en patrouille. Cela s'est passé sur la colline Kigwati 1, zone Rukaramu, en commune Mutimbuzi. Nous sommes dans la province Bujumbura. La population demande que l'auteur du crime, qui est actuellement détenu au cachot de la zone Rukaramu, soit puni conformément à la loi. Emmanuel Nyungeko. C'était dans la nuit de ce samedi vers 22h lorsqu'un Imbonerakure prénommé Élisée, alias Matoroshi, était en patrouille avec ses collègues sur la colline Kigwati 1, zone Rukaramu, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Après un certain moment, nos sources en zone Rukaramu révèlent qu'il s'est retiré du groupe pour continuer à patrouiller seul. Arrivé à la 6e transversale, il a croisé une jeune fille de 12 ans qui venait de sortir de son domicile. Les mêmes sources indiquent que la mère de la victime était à l'intérieur de la maison car elle est malade depuis un certain temps. Lorsqu'il a vu la jeune fille, selon toujours nos sources, l'Imbonerakure Matoroshi lui a pointé un fusil artificiel en bois, une façon de l'intimider. L'Imbonerakure prénommé Élisée a ensuite bloqué la porte de la maison pour empêcher quiconque se trouvait à l'intérieur de sortir pour une éventuelle intervention. Un morceau de pagne sur sa bouche, la jeune fille a été sommée de s'agenouiller. Après l'avoir violée, l'Imbonerakure surnommé Matoroshi s'est précipité à rejoindre ses collègues
au moment où la jeune fille criait. Ces imbonerakure en patrouille sont vite intervenus, y compris le prénommé Élisée qui faisait semblant de ne se soucier de rien. Arrivé sur le lieu, Jean-Claude Nhandereye, responsable de la sécurité dans la localité, a alors demandé à la jeune fille ce qui lui était arrivé et cette dernière de répondre qu'elle venait d'être violée par l'imbonerakure surnommé Matoroshi. Ce dimanche matin, ce jeune du parti CNDD-FDD, présumé auteur du viol, a été arrêté par un officier de la police judiciaire et conduit au cachot de la zone Rukaramu. La population de cette zone demande que justice soit faite. Cet imbonerakure prénommé Élisée dit Matoroshi à une femme, mais ils ne font pas bon ménage. Des fois, ils vivent ensemble, tandis que d'autres fois, ils vivent séparément. Ils ont 2 enfants. Nous déplorons ce qui est arrivé. Nous demandons que la loi soit appliquée et qu'ils soient sévèrement punis, car ça fait honte dans la société. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Sadiki Ndaruzaniye, le chef de la zone Rukaramu, mais il était injoignable. Cap sur Gitega à présent. Les conducteurs des mototaxis de la commune Gitega se lamentent contre la collecte répétitive de l'argent par les administratifs. Ces motards expliquent qu'ils sont aujourd'hui incapables de réunir la somme exigée depuis la réduction des heures de travail. Les détails avec Dani Claire et Ratkoumva. Une somme de 5 000 francs est actuellement exigée à chaque conducteur de taxi moto de la commune Gitega. Une somme que les administratifs justifient comme frais d'achat d'embauche de travail. Il n'y a pas encore une année, se lamentent ces conducteurs de taxi moto que les mêmes autorités communales les ont obligés à payer 20 000 francs pour l'achat des gilets. Mesure déjà exécutée pour pouvoir continuer leur travail. Ces motards de la commune Gitega trouvent que l'administration leur met sans cesse des bâtons dans les roues. Ils n'arrêtent pas de fixer des montants à payer, des montants qui s'ajoutent aux taxes communales qu'ils versent régulièrement. Ces motards trouvent en outre paradoxal le fait que les autorités administratives continuent d'allonger la liste des frais à payer alors qu'ils ne leur permettent pas de gagner cet argent. Leur temps de travail vient encore une fois d'être réduit. Actuellement, ils travaillent jusqu'à 18 heures alors qu'avant c'était jusqu'à 20 heures. Ces motards demandent alors aux autorités administratives de revoir leurs décisions. Nous avons essayé de joindre Jacques Ndouimana, administrateur de la commune Gitega, mais sans succès. Vous suivez toujours le journal de la RPA. Les habitants du chef-lieu de la province Cibitoke, surtout ceux des quartiers proches de l'usine Buseko et de l'hôtel Marangabo, se disent indisposés par le bruit des machines de cette usine et de la musique qui retentit de cet hôtel. À part que ces bruits leur empêchent de se reposer et de bien dormir la nuit, ils faciliteraient le vol dans les ménages. Le point avec Onésime Dushimagizi. Ces habitants du chef-lieu de la province de Cibitoke, notamment ceux des quartiers proches de l'usine de fabrication du ciment Buseko, craignent d'attraper les maladies respiratoires dues à la poussière qu'ils inspirent jour et nuit. Ils indiquent que le président de l'Assemblée nationale a évoqué lui aussi, lors de sa dernière visite dans cette province, les maladies qui peuvent affecter la santé de la population de cette localité à cause de cette poussière. Il a également demandé à cette population de faire des examens pour évaluer leur état de santé. En plus de cette poussière qui menace la santé des habitants du chef-lieu de la province de Cibitoke, le bruit des machines de cette usine et de musique qui retentit à partir de l'hôtel Marangabo, surtout les week-ends, empêche cette population de se reposer pendant la journée et de bien dormir pendant la nuit. Selon toujours cette population, ce bruit en provenance de la Buseko et de l'hôtel Marangabo permet également aux cambrioleurs de voler facilement dans les ménages de cette localité, sans que personne ne s'en rende compte. Elle demande au ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, lui qui a pris au sérieux la question des tapages nocturnes, de prendre des mesures qui s'imposent à l'endroit de cette usine et de l'hôtel Marangabo. Clôturons cette édition en parlant du mouvement MAP Burundi Buhire qui condamne les mauvais agissements et traitements inhumains de la police tanzanienne à l'endroit des réfugiés burundais au camp de Nyarugusu. C'était ce vendredi. Léonce Maniriho, le responsable du département réfugié au sein de ce mouvement politique, demande à la Tanzanie de respecter les conventions internationales de protection des réfugiés qu'elle a ratifiées. Écoutez plutôt Léonce Maniriho. Toujours pas de répit pour nos frères et sœurs réfugiés en Tanzanie. Ce vendredi, le 11 juin 2021, au camp de Nyarugusu,
en Tanzanie, profitant d'une manifestation des réfugiés burundais qui contestaient un responsable leur imposé par la force et par les autorités tanzaniennes. La police de ce pays s'est introduite dans le camp. Elle a commencé à lancer des gaz lacrymogènes sur tout passant, à passer à tabac en blessant et en emprisonnant beaucoup de gens. Nous condamnons avec dernière énergie l'usage disproportionné de la force par la police tanzanienne et nous demandons aux autorités tanzaniennes d'avoir l'audace d'écouter et de résoudre les problèmes leur posés pacifiquement. Nous leur demandons encore une fois de cesser de maltraiter les réfugiés burundais parce que eux aussi ce sont des réfugiés comme tous les autres, régis par les conventions internationales qui protègent les réfugiés, ces mêmes conventions que ce pays a signées. Nous remercions les représentants de l'Union européenne et des États-Unis pour avoir entendu notre appel répétitif en se rendant directement et personnellement sur les lieux pour voir et constater, écouter les doléances de nos frères en détresse dans ces camps de réfugiés. Nous leur demandons d'être conséquents de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils ont vu. Maintenant, il n'y a plus d'alibi. Nous leur demandons d'exercer une pression politique nécessaire pour que la Tanzanie cesse de passer outre les lois qu'elle a signées, les lois qui demandent le respect des réfugiés. Nous demandons au HCR, enfin, de continuer à plaider pour la cause de nos frères réfugiés et à veiller sur le respect de leurs droits. Léonce Maniriho est chargé des questions des réfugiés au sein du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Et c'est par son intervention que nous mettons un point final au journal de ce 13 juin 2021. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs. Merci également à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Vous étiez avec Emile Nivasumba. Au revoir.